Buongiorno a tutti e benvenuto nella Chambre France-Italia qui ouvre ses portes en ce samedi 10 avril sur Clubhouse. Un grand merci à Club Italia d'avoir accepté cette idée d'un espace français au sein de leur club de qualité, un espace qui permettra bien de mettre un petit peu en valeur, de mettre en lumière tous les liens entre les sœurs latines qui sont certes séparées par les Alpes, qui ont quelques points de différence, qui ont aussi tant de choses à offrir. Et donc, chaque samedi matin, avec des invités, nous reviendrons un petit peu sur ces points-là, sur différents domaines, que ce soit l'actualité, que ce soit l'art de vivre, la culture, le sport. Tous les sujets seront ouverts. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Et d'ailleurs, j'en profite pour également adresser un merci particulier à Anna Maria Fella pour sa confiance. Et puis, c'est un honneur d'accueillir pour cette première un parrain en quelque sorte, Alberto Toscano, un journaliste, écrivain et politologue italien qui vit en France depuis 35 ans. Alors, lors de notre discussion, nous nous appuierons bien sûr sur son travail, sur son expérience et notamment ses derniers livres. Ti amo Francia, sorti en 2019 aux éditions Armand Collin en France, et la version italienne qui est plus avec une simple traduction, mais une nouvelle version, Gli Italiani che hanno fatto la Francia, aux éditions Baldini Castoldi. Je ne peux d'ailleurs que vous conseiller ces deux ouvrages, mais que ce soit dans la version française ou dans la version italienne. Mais après 7 heures en sa compagnie, vous serez convaincu. Alors, Alberto, bienvenue. Des Italiens qui ont fait la France, on va en parler aujourd'hui. Mais il y a aussi des cas contraires. Peut-être pour commencer, on peut penser à Napoléon. On y reviendra ici même dans quelques semaines, même si, bon, français, italien, on peut aussi en débattre le concernant, mais c'est un cas. Oui, j'en parle en effet dans ce livre un peu, mais surtout dans un autre livre que j'écris et qui n'a pas été traduit en italien. C'est les Français qui ont fait effectivement le Risorgimento, le Risorgimento italien vu de France. Donc là, je parle de Napoléon et de sa présence en Italie, des campagnes d'Italie et de ce qu'elles ont signifié, mais seulement une chose que les Italiens ont oublié et sur lesquels les Français ne réfléchissent pas. Le drapeau italien vient de France. Et le drapeau italien a été inventé pendant les campagnes d'Italie de Napoléon sur la base de cette aspiration des Italiens à réaliser eux-mêmes les idéaux de liberté, égalité, fraternité. Donc, ils ont tout simplement remplacé le bleu par le vert, mais le concept est le même. Pour prolonger un petit peu, vous parlez aussi de la Marseillaise qui, au contraire, a un accent italien. Tout à fait. Quand, à la fin du XVIIIe siècle, Giovanni Battista Viotti, ce compositeur piémontais, arrive à Paris, et d'ailleurs il a des relations excellentes avec Marie-Antoinette et avec la cour de Versailles. Quand il arrive à Paris, il est auteur de plusieurs compositions, dont une qui à l'époque est très très peu connue, les Variazioni in Do maggiore, et cette œuvre est quand même dans la mémoire de Roger de Lille, qui, en 1792, est chargé d'écrire la musique et le texte de la nouvelle hymne nationale de la Révolution, hein, qui prendra le nom de Marseillaise, même s'il a été écrit à Strasbourg. Il devrait s'appeler la Strasbourgeoise, il s'appelle la Marseillaise. Et donc, il a dans sa mémoire cette musique qui a été composée par ce pas très connu piémontais, et il l'utilise, il la réadapte avec une tonalité un peu plus militaire, disons, hein, et il la recycle en quelque sorte. Et voilà la naissance de la Marseillaise. D'ailleurs, il ne signe pas la musique. Hein, d'habitude, il signait Oui. ses partitions. Cette partition, il ne la signe pas. Donc, c'est dire qu'il a été le premier à savoir qu'en réalité, cette musique était un peu et un peu beaucoup dérivée de cette composition de Giovanni Battista Viotti.
Effectivement. Disons dans le contexte de mon livre, et pour sortir de l'anecdote, parce que les anecdotes sont une bonne chose si on les voit, si on les relativise un peu, si on essaye d'en sortir de leçons plus générales. L'anecdote en tant que telle laisse le temps qu'il trouve. Mais ce qui m'intéresse dire est qu'à cette époque de la relation franco-italienne et en général de l'histoire européenne, effectivement, les compositeurs italiens étaient présents dans l'Europe entière et la musique italienne exerçait une influence importante sur la musique française. Et il y avait comme une migration, entre guillemets, d'hommes de sciences et de compositeurs et d'artistes italiens vers d'autres pays européens et notamment vers la France. Ça c'est par contre, au-delà de l'anecdote, c'est très significatif. Et la musique, mais aussi au fil de l'histoire, ça a été le cas. On peut parler aussi des cuisiniers, par exemple, puisque vous parlez de Catherine de Médicis qui a apporté une cuisine italienne en France. Il y a eu bien sûr aussi un volet avec l'architecture. Ça a vraiment été tous les pans de la société qui ont été influencés par des Italiens. Oui, l'exemple le plus connu est celui évidemment de Léonard de Vinci. Oui. Juste avant, alors la couverture de votre livre, Gli Italiani che hanno fatto la Francia, est donc avec la Joconde et un visage entre le blanc et le rouge. Vous parliez tout à l'heure du drapeau justement Oui. italien, du drapeau français et un fond vert. Donc vous l'attribuez plutôt du côté italien, cette Joconde de Léonard de Vinci. Ouais, ben, je n'ai pas fait la couverture moi-même, et je ne suis pas graphiste, non, mais je l'ai approuvé. Et d'ailleurs, comme vous savez, la couverture de l'édition française est tout à fait différente. Oui. Et le titre français est Ti amo Francia. Donc, mais le sous-titre est le même, les Italiens qui ont fait la France de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, lequel Pierre Cardin a beaucoup apprécié ce titre. Et peu avant de mourir, il m'a écrit une lettre. Je n'ai pas eu la possibilité de l'interviewer en écrivant ce livre. Ses conditions de santé n'étaient pas parfaites, mais il m'a écrit une lettre extrêmement gentille et il m'a envoyé une caisse de champagne pour dire qu'il a apprécié le fait que ses fils de migrants italiens, parce que Pierre Cardin est arrivé en France qu'il était un bébé, avec ses parents. Ce fils d'immigrants italiens a développé avec le temps la nostalgie de sa Vénétie natale. C'est intéressant, mais j'étais à Léonard de Vinci et à la couverture du livre, que je disais être différente de l'édition française et de l'édition italienne. Effectivement, la couverture de l'édition italienne avec la Joconde est dominée par le vert. Et effectivement, le vert, comme vous remarquez très justement, est un facteur de différence dans la continuité sur les drapeaux français et italiens et aussi dans la relation franco-italienne. Donc, Léonard de Vinci passe en France la dernière partie de sa vie, un peu plus que 2 ans. On ne sait pas exactement quand Léonard est arrivé en France. Et on ne sait exactement non plus par quel itinéraire est arrivé en France. Mais on peut facilement l'imaginer, dans le sens qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 solutions, où on passait par la mer et donc on arrivait à Marseille, comme Catherine de Médicis a fait en arrivant à Marseille, ou on traverse les Alpes par le chemin qui est parcouru aujourd'hui par le chemin de fer, avec la différence qu'à l'époque, il n'y avait pas le tunnel du Fréjus, et donc on arrivait à Modane en surface, et pas par les Alpes, par l'intérieur des Alpes. Et donc le chemin était quand même celui classique, actuel, d'ailleurs celui qui a été parcouru cette fois en train par des milliers, des centaines de milliers de migrants italiens en 19e siècle et en 20e siècle, c'est-à-dire Milan, Turin, Modane, la Val di Susa, Modane, la vallée de la Maurienne
et ensuite on remonte jusqu'à Lyon. Cet itinéraire classique a été parcouru probablement par Léonard de Vinci en automne, donc dans une période compliquée, parce que déjà le temps n'était pas. C'était avant le réchauffement climatique, donc c'était déjà très froid. Mais quand même, Léonard traverse les Alpes quand il a déjà plus de 60 ans, donc ce n'était pas si simple que ça. Et il s'établit, comme on sait très bien, en Amboise. Et là, grâce à sa relation particulière avec François Ier, il exprime une grande partie de sa science, de son envie de créer sur le terrain, notamment scientifique. Et les maquettes des machines de Léonard, on peut encore les voir au château d'Amboise. Alors, Paolo, qui est avec nous, peut-être une question. Paolo, qui est artiste français, mais enfin franco-italien pour être précis, et qui est très lié justement à ce lien de la diaspora italienne. Bonjour Cédric et bonjour Alberto. C'est vraiment très intéressant d'écouter Alberto. J'ai une question pour lui. Est-ce que, voilà, donc on a vu qu'il y a eu énormément de migration des Italiens vers l'étranger, vers la France, mais dans le monde entier. Est-ce que Alberto pense que dans l'Italie d'aujourd'hui, les Italiens ont conscience de ça, d'être un peuple de migrants? Ah oui, sans aucun doute. Le problème est un autre, à mon avis, Paolo. Et le problème est de faire comprendre aux Italiens qu'ils ont été. Les Italiens d'aujourd'hui ont perdu la mémoire de leur passé, de ce qu'ils ont été. Si on considère la période qui est comprise entre l'unité d'Italie et la fin des 30 Glorieuses, une période d'un siècle plus ou moins, les Italiens qui ont migré sont des dizaines de millions, pas des millions, des dizaines de millions. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, notamment en Argentine, en France, en Allemagne, en Suisse, mais en Europe, notamment en France. Donc, le problème par rapport aux Italiens d'aujourd'hui est qu'ils comprennent que, par exemple, la polémique avec la France, qui est récurrente et qui est normale, parce qu'entre Européennes, c'est normal de polémiquer, il n'y a rien de mal, hein, pourvu de ne pas dépasser certaines limites. Mais la polémique des Italiens vis-à-vis des Français, comme les Italiens disent souvent et même trop souvent, ne prend pas en compte le fait que beaucoup de Français sont d'origine italienne. Et donc, cette idée de dire les Français sont comme ça, les Français sont parfois donneurs de leçons, tout ça. Mais au-delà du fait que certaines choses sont vraies ou non, mais au-delà qu'elles soient vraies ou non, on oublie l'appartenance à quelque part à une même origine. Et moi, je le répète souvent à mes interlocuteurs italiens qui ont une attitude un peu énervée vis-à-vis de la France et des Français. Mais n'oubliez pas que notre histoire s'est tellement croisée dans un passé encore récent qu'on devrait faire un effort pour se comprendre plutôt que pour s'insulter. L'immigration italienne en France a été un phénomène gigantesque. Je disais, en répondant à la question de Paolo, un phénomène malheureusement oublié. Et la signification de mon livre est de restituer à ce phénomène sa dignité. Le nombre de personnalités politiques, pour faire l'exemple de la politique française d'origine italienne, est impressionnant. Je fais quelques exemples. Dans l'actuel gouvernement français, 2 ministres et 2 ministres importants, la justice et la numéro 2 du ministère de l'Intérieur, sont d'origine italienne. Monsieur Dupond-Moretti, la birra Moretti, non? Oui. La marque mythique de la bière italienne, Moretti. Et Madame Schiappa,
Chapin, Schiappa. Oui. Le nom Schiappa en italien n'est pas très flatteur, mais enfin, c'est peut-être pour ça que sa famille allait en France. Et son d'origine italienne, en plus, Madame Chapin, est devenue l'expression la plus cohérente d'une certaine bataille féministe aujourd'hui en France. Donc, pour parler de quelques ex-ministres, Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, mais le grand-père maternel d'Aurélie Filippetti est mort en construisant un barrage. Les migrants italiens ont bâti la France au premier degré. Ils étaient très, très souvent employés dans la construction de routes, de barrages, très souvent de barrages et de bâtiments. Mais encore aujourd'hui, circulez en France et vous voyez souvent les noms des entreprises de construction et plusieurs parmi elles ont des noms d'évidente origine italienne. Les migrants italiens en France prenaient trois chemins quelque part. La construction, l'agriculture et les mines. Les migrants vers l'Alsace, vers la Lorraine et vers le nord Pas-de-Calais étaient souvent employés dans les mines et dans ce qui va avec les mines, ce qui allait notamment à l'époque avec les mines, c'était l'acier, hein, l'industrie sidérurgique. Donc, une grande partie, le nom de Platini, même Aurélie Filippetti dont je parlais, sa famille était de Villereux, hein, où aujourd'hui, il y a un festival de cinéma italien créé par les descendants de ces migrants italiens. Donc, pour l'agriculture, après la Première Guerre mondiale, l'agriculture du sud-ouest de la France a été sauvée par les migrants italiens, qui avaient en plus un savoir-faire remarquable dans le domaine agricole et dans le domaine des machines agricoles de l'époque, qui étaient un peu rudimentaires, mais qui étaient très utiles à la production agricole. La main-d'œuvre française était partie au front, une partie des campagnes avait été abandonnée. Et la présence des migrants italiens a aidé à relancer l'agriculture du Gers et d'autres départements de la France du sud-ouest. Et d'ailleurs, l'Italie aussi avait participé à la Première Guerre mondiale. Et le fait que beaucoup d'Italiens sont partis en France à cette époque a évidemment marqué ultérieurement l'appauvrissement des campagnes italiennes de cette époque. Et parmi les Italiens qui sont partis en France à cette époque, à cheval entre l'Ottocento et le Novecento, il y a Lazare Ponticelli. Et quand en 2008, Lazare Ponticelli est décédé et le président de la République, Nicolas Sarkozy, a célébré le dernier des poilus français. D'un côté, j'étais content parce que Lazare Ponticelli était en plus un personnage très sympathique. Mais de l'autre, je me suis un peu énervé parce que Nicolas Sarkozy aurait bien pu dire que quand il s'est battu pendant la Première Guerre mondiale, Lazare Ponticelli n'avait pas de passeport français. Il était un volontaire italien qui s'est engagé dans la Légion étrangère française. Dans la Légion étrangère, ce papier d'identité était italien. Les Français lui ont donné le passeport français beaucoup plus tard. Et avant de donner la parole à Pierrot, justement, puisque vous parlez de guerre, il y a eu des cas assez particuliers durant la Seconde Guerre mondiale, puisque des soldats italiens étaient dans la Légion étrangère française au début de la guerre. Et puis, lorsque l'Italie est finalement entrée en guerre de l'autre côté, il y a eu pas mal de problèmes pour eux. Oui, sur la Seconde Guerre mondiale, dans ce livre, je prends 3 typologies d'Italiens que j'essaie de personnaliser. Donc, la première typologie est l'intellectuel antifasciste qui s'engage quelque part dans la résistance française. Et là, c'est Trentin qui arrive de Vénétie à Toulouse
et qui est le père du Trentin, dans ce cas Bruno Trentin, qui deviendra le chef de la CGIL en Italie, le syndicaliste le plus connu des Italiens, des syndicalistes les plus connus de l'Italie des années 1970-1980. Donc, Trentin arrive en France pour des raisons politiques, il crée une librairie, il est un point de référence des antifascistes politiquement d'idéologie libérale. Hein. Son fils sera communiste, lui, il est libéral. Et un autre personnage qui m'intéresse beaucoup est le personnage de Ange Catharinic. Là, c'est une typologie complètement différente. Ange Catharinic, qui est encore vivant, hein, et que j'ai pu interviewer, et j'espère que vous me donnerez le lien de notre conversation, parce que je vais lui envoyer toutes les fois que je parle de son expérience, il est très content, et moi, je suis très content qu'il soit très content. Donc, c'est un monsieur qui aujourd'hui a 96-97 ans, était migrant d'une famille émigrée de Sicile en Tunisie. Et en Tunisie, il y avait beaucoup de migrants italiens. Au début du XXe siècle, il y avait beaucoup plus d'Italiens que de Français en Tunisie, même si la Tunisie faisait partie de l'influence, de la zone d'influence française. Quelque part, on peut dire de l'Empire entre guillemets, évidemment. Donc, la présence italienne en Tunisie était importante. C'était des travailleurs migrants émigrés de Sicile et de Calabre vers la Tunisie. D'ailleurs, Claudia Cardinale est née à Tunis, hein, et son père était émigré de Sicile en Tunisie. Alors, Ange Catharinic, en 1943, devient volontaire dans les forces françaises libres du général Leclerc, et il s'efforce débarquer en Normandie un mois après les Anglo-Américains dans l'été 1944, et Catharinic a participé à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans les forces françaises du général Leclerc, qui ont libéré Paris le 24-25 août 1944. D'ailleurs, dans le contexte de ces forces, chose qui a été malheureusement cachée ou quand même qui a été mis en deuxième position dans l'histoire française, hein, ou presque cachée, les migrants espagnols et italiens avaient un rôle important, notamment les Espagnols. Et Paris a été en réalité libéré le soir du 24 août 1944 par des unités de migrants espagnols, ex-combattants de la guerre d'Espagne. Évidemment, elle a été libérée aussi par des Français, évidemment, et aussi par la révolte de sa population et aussi par les Français qui étaient dans les forces du général Leclerc. Mais les premiers qui sont arrivés le soir du 24 août à l'hôtel de ville à Paris, c'était des républicains espagnols. Donc, il y avait aussi des Italiens, et M. Catharinic qui participe après la libération de Paris à la guerre en Alsace et ensuite sur le territoire allemand. Et les premiers qui arrivent mai 1945 à la résidence de campagne de Hitler en Bavière, à Berchtesgaden, le très célèbre et célébré nid d'aigle, sont des membres des forces libres françaises avec la présence de migrants et de fils de migrants italiens et espagnols. Et Catharinic est l'un des premiers qui entre dans le nid d'aigle. Alors, il y a aussi d'autres personnages symboles dont je parle dans mon livre à propos de la contribution que les migrants italiens et les fils de migrants italiens ont donnée à la résistance française. Cette contribution a été importante aussi sur le terrain de la lutte armée de la résistance, et en particulier, je pense à une rue qui se trouve aujourd'hui à Nanterre. Une rue très importante parce qu'il y a le siège de la préfecture de police
de Nanterre et la direction de la police nationale. Ça s'appelle la rue des Trois Fontaneaux. Et on ne sait pas, les Français, même s'ils habitent à Nanterre, ne savent pas que les Trois Fontaneaux, ce n'est pas des fontaines, mais c'est une famille de Trieste, de Monfalcone, du Frioul, où le nom Fontaneau est très fréquent. Et donc, ces trois membres d'une même famille d'ouvriers migrés de Frioul à la région parisienne ont été massacrés par les Allemands avec la complicité des vichistes en 1944, dans la période la plus dure de la résistance. C'était des fils d'ouvriers eux-mêmes ouvriers. L'un d'eux, d'ailleurs, avait 18 ans quand il a été massacré. 2 ont été fusillés. Le troisième pratiquement tué à coups de pied et à coups de poing. 2, ils étaient engagés directement dans la résistance. Le troisième avait le tort d'être de la même famille que les 2 autres. Voilà un exemple. Et beaucoup d'autres exemples de fils de migrants italiens. D'autres. Ben, vous voyez, par exemple, moi, je suis originaire de Dordogne et Angelo Rico, ton nom, je ne le connaissais pas en fait. Et donc je le Mais personne ne le connaît. Voilà, Personne ne le connaît, dans votre Cédric. livre. Et il y a plein d'exemples comme ça, un petit peu partout en France, de personnes italiennes qui ont été très importantes et qui ont certes une plaque ou des choses comme ça, mais qui sont oubliées dans l'histoire. Angelo Rico, je ne dis pas que c'est un scoop, mais c'était, comme vous le dites, Cédric, totalement oublié. Aussi parce que ces Italiens qui ont participé aux opérations militaires de la guerre de libération française, c'était presque tous des communistes. Après la guerre, un partisan français, un résistant communiste étranger dans la France gaulliste de 1945-1946, disons la vérité, c'était mieux de l'oublier d'un certain point de vue, de leur point de vue. De leur point de vue. Donc, ces étrangers, qui en plus étaient des militants politiques de ce côté politique, ont été parfois volontairement mis de côté. Et leur mémoire a été parfois involontairement et parfois volontairement oubliée, effacée. Il y a le livre de Madame Evelyne Mesquida, qui est une historienne espagnole qui vit à Paris depuis très longtemps et qui a pratiquement révélé l'histoire des républicains espagnols à la libération de Paris. Son dernier livre, sorti seulement en espagnol, a pour titre « Et maintenant, rentrez chez vous ». C'est les mots du général de Gaulle après 1945, c'est-à-dire en 1945, après la libération, qui dit aux migrants étrangers qui avaient participé à la résistance « Et maintenant, rentrez chez vous ». Parce que leur présence dans la France en effervescence politique, avec les tensions politiques antérieures françaises de 1945-1946, c'est mieux qu'ils entrent. Et ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, comme évidemment les républicains espagnols, parce en Espagne, il y avait le fascisme, le franquisme, se sont engagés dans la Légion étrangère, dans plusieurs cas, et on les retrouve quelque part malgré eux dans certaines des guerres coloniales françaises, par exemple en Indochine. Mais ça, c'est un autre chapitre de l'histoire, et ces migrants ont payé quelque part 3 fois le prix de leur désarroi, de leur misère, parce que c'est la misère qui a poussé, ou c'est la répression politique fasciste, qui ont poussé ces migrants à quitter leur terre d'origine. Là, ils ont la première fois payé le prix de la misère, la deuxième fois payé le prix de la guerre, de la résistance, et la troisième, ils ont payé aussi le prix de l'après-guerre, parce qu'ils n'ont pas été reconnus pour ce qu'ils avaient fait.
Je parle aussi de la Seconde Guerre mondiale pour un autre chapitre de la relation franco-italienne, c'est celui des troupes d'occupation. Donc, des troupes d'occupation qui arrivent en France sur la base d'un accord entre méchants, entre le régime fasciste de Mussolini et le régime d'Hitler. Vous savez qu'en juin 1940, Mussolini, l'un des choix les plus lâches de sa vie, il déclare guerre à la France le 10 juin 1940, quand la France est déjà à genoux devant l'Allemagne. Elle a déjà perdu la guerre. Et lâchement, Mussolini entre en guerre à ce moment-là. C'est une véritable opération ignoble, le coup de couteau dans le dos. L'armistice qui est signé en juin 1940, par le résultat du choix du maréchal Pétain et de son accord avec les Allemands et les Italiens, cet armistice prévoit une zone d'occupation allemande qui est Paris, le nord de la France et la côte méditerranéenne, et une zone dite libre où les forces de Vichy sont patronnes de la situation, où il n'y a pas une présence militaire allemande ou italienne, et cette zone libre est le centre-sud de la France. Mais début novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Algérie et au Maroc. L'Algérie et le Maroc étaient contrôlés par les forces de la France vichiste, collaborationniste, et il n'y avait pas à ce moment de présence allemande. Le fait que les Anglo-Américains arrivent à débarquer, même si les Français de Vichy se battent contre les Anglo-Américains, il y a des centaines de morts d'un côté et de l'autre. C'est une vraie bataille, le débarquement. Les forces vichistes n'ouvrent pas les portes aux Anglo-Américains. Mais Hitler est très fâché pour le succès de cette opération militaire, dite opération Torch, et il décide, comme revanche quelque part par rapport au maréchal Pétain, que la France tout entière sera désormais occupée. Les vichistes restent évidemment en place, mais il y aura aussi des forces militaires allemandes présentes dans la France entière. Pour ceux qui regardent le sud-est du territoire français, 10 départements de l'époque, les départements n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui, mais enfin 10 départements du sud-est de la France, dont l'Isère, par exemple, la ville de Grenoble, la ville de Nice, les Alpes-Maritimes, le Var, ça sera les Italiens. Cette tâche d'occupation militaire sera laissée aux Italiens. Donc, ces forces italiennes arrivent, et là, surprise, elles refusent. Ces militaires italiens, c'était l'armée italienne. L'armée italienne n'était pas engagée. Il y avait beaucoup de personnes qui ne se sentaient pas fascistes. Vous l'expliquez bien avec des témoignages, je sais que ce n'était pas une occupation en fait, et même les Italiens ont protégé des Juifs pour éviter qu'ils aillent dans les camps de concentration. Oui, c'était une occupation, mais c'était une occupation particulière. Hein? Et parfois, les occupants ont été plus compréhensifs vers les Juifs que les Français vichistes. Oui. Parce que les Français vichistes, l'une des polémiques historiques, peut-être la polémique historique aujourd'hui en France, est la polémique qui a été provoquée par Éric Zemmour sur l'histoire que le maréchal Pétain a sauvé le juif français. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que les juifs ont été persécutés et ô combien persécutés dans la période notamment 42 et 44, mais aussi de 40 à 45, en particulier 42-44, par les autorités vichistes. Mais Zemmour dit quelque part, le maréchal Pétain a fait un troc avec les Allemands. Il a leur livré massivement des juifs d'origine étrangère, polonaise, allemande, italienne et d'autres origines, et il a quelque part protégé les juifs français. Alors, cette chose est fausse. La preuve est qu'au Veldiv, à la rafle de juillet 1942, c'était plein de juifs français et pas que de juifs d'origine étrangère. Mais effectivement, dans certaines situations locales, par exemple à Grenoble, le préfet vichiste
faisait en sorte de livrer aux Allemands surtout des Juifs étrangers ou d'origine étrangère. Alors, forces militaires italiennes d'occupation, qui étaient des troupes des Alpines. Vous savez qu'est-ce que signifient les Alpines. Quand on dit Alpines en Italie, c'est le lien aussi avec le peuple, en plus que l'origine. C'est un corps militaire très lié à la population, la partie la plus paysanne, le vrai cœur du peuple italien. Alors, ces troupes d'occupation italienne s'en fichent de la différence entre un juif d'origine française et étrangère. Pour eux, ils sont contre la persécution raciale, même si en Italie, il y a un racisme, il y a des lois raciales qui sont en vigueur depuis 1938. Mais ces militaires-là disent non, les patrons, c'est nous, et on ne participe pas à cette persécution raciale qui, en plus, est la livraison de livrets des Juifs aux Allemands qui vont, on le sait, déporter et tuer. Donc, moi, j'ai interviewé quelqu'un qui était un adolescent à l'époque, juif d'origine étrangère, qui est devenu ensuite le symbole de la France démocratique, qui est Robert Badinter. Robert Badinter a été d'une gentillesse extraordinaire. Il avait envie de raconter cette histoire. Et ça, lui, sa mère et son petit frère ont eu la vie sauve près de Chambéry grâce à la présence militaire italienne. Et il a raconté que c'était une présence militaire qui a noué des relations particulièrement cordiales avec la population savoyarde. Et parfois, il parlait même le même patois, parce que de côté des Alpes, sur les Alpes, on parle entre Val d'Aoste et Savoie, le patois est le même, ou quand même semblable. Il y avait des liens particuliers dans cette occupation militaire. Et d'ailleurs, certains des ex-militaires italiens présents en France, après l'occupation militaire italienne de cette partie de la France dure 10 mois, de novembre 1942 à septembre 1943. Le 8 septembre 1943, l'Italie elle-même est envahie par les Allemands, et donc les Allemands prennent le contrôle en France des zones qui étaient précédemment sous occupation militaire italienne. Et une partie de ces militaires italiens, de ces Alpini, refusent de céder les armes aux Allemands. Il y a des batailles et certains sont persécutés, notamment à Grenoble, il y a des accrochages militaires. Certains de ces militaires italiens sont persécutés, et certains sont faits prisonniers, et quelqu'un arrive à entrer dans la résistance française et s'engage dans la résistance française. Et c'est quelque part une belle histoire, encore une fois. Donc, cette partie des migrants, des Italiens, qui soient fils de migrants ou qui soient militaires méchants, parce qu'ils sont du côté des méchants, et pendant la Seconde Guerre mondiale, est pour moi une partie vraiment centrale de mon livre aussi, et surtout parce qu'elle est très, malheureusement, très peu connue. Et là, je dis, mes chers amis historiens italiens, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne suis pas un historien de métier, je suis un journaliste de métier. Mais vous, historien de métier, mais pourquoi vous n'allez pas étudier ces chapitres si importants de l'histoire italienne, de l'histoire française et de l'histoire européenne? Point d'interrogation. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça explique aussi beaucoup de choses pour les générations suivantes de migrants ou qui ont des origines migrantes. On va accueillir justement Piero qui est avec nous. Bonjour Piero, est-ce que vous avez une question ou une remarque à faire à Alberto Toscano? Bonjour Cédric, bonjour Paolo, bonjour Alberto. Bonjour Piero. Bonjour, j'écoute très très attentivement Alberto et je vais aller m'offrir son livre. Alors moi, je vous salue bien de Villerue, justement. Vous parliez de Villerue tout à l'heure, du Festival du film italien. Je suis habitant de Villerue. Je suis petit-fils d'immigrés italiens. Donc, en fait, je vais juste apporter un petit témoignage et je rejoins ce que disait tout à l'heure Alberto. C'est que, alors, il y a des grands noms italiens qui sont connus en France pour leurs faits historiques, leurs faits d'armes. Et il y a aussi cette population qui est totalement oubliée, celle des
des ouvriers immigrés qui ont créé clairement la renommée de la France à l'international. Donc moi je suis de Villerue. À Villerue, c'est un passé industriel énorme pour la France. La Lorraine, c'est réputé pour les mines de fer, pour l'industrie métallurgique. Donc la Tour Eiffel, par exemple, a été fabriquée avec la ferraille qui vient de Pont-à-Mousson, donc en Lorraine. Les premiers rails du TGV ont été faits à Villerue, à l'usine de Micheville, par les ouvriers immigrés italiens qui ont, pour certains, fait une migration industrielle parce que la France avait besoin de main-d'œuvre, et puis parce que d'autres, comme mes grands-parents, qui ont fui le fascisme en Italie. Et je trouve que la France, tant la France que l'Italie, a un peu de mal à mettre à l'honneur ces immigrés-là, alors qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, hein, parce que chez nous, il y a Polonais, Algériens, Italiens, Ukrainiens, il y a un peu de tout. Donc, on a ce problème très identitaire de reconnaître la force de l'immigration. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut que, comme disait tout à l'heure Alberto, pourquoi les historiens ne s'appuient pas, pourquoi les historiens ne fondent pas des études sur cette richesse de l'immigration, hein, pour faire taire surtout plein de propos racistes, parce que en niant cette migration et ces faits de richesse culturelle et ouvrière, on tend vers des discours haineux, des discours racistes, des discours de rejet, et c'est très triste. Moi, je prends l'exemple de chez moi, Villerue. Moi, j'habitais avant la petite commune de Thiel, juste à côté. Et Villerue, c'était dans les années de 60 à 80, 90, c'était 80% d'Italiens, et elle a ce surnom de Petite Italie. Donc, donc, vous parliez tout à l'heure d'Aurélie Filippetti, il y en a plein qui sortent de chez nous. Je me rappelle quand il y a eu un maire italien qui était donc issu de l'immigration, qui avait lui-même, avec ses parents, fui le fascisme en Italie, Armand Sacconi, qui est arrivé maire de la commune. Donc il était italien, il avait hissé ce drapeau italien sur la commune aux côtés du drapeau français pour justement lier cette amitié des peuples. Et je trouve ça super intéressant. Et aussi ici dans le nord-est de la France, on a ce militantisme. Il ne faut pas se cacher aussi que les immigrés italiens ont pris part à la révolte sociale française en tout point, les grèves, les manifestations pour l'amélioration du quotidien social des Français. C'est aussi un pan de l'histoire que les gouvernements, les historiens essayent de passer sous silence pour je ne sais quelle raison. C'est un peu triste, mais moi je suis très fier de cette origine immigrée, hein. Je suis très fier de mes entre guillemets racines italiennes. Je suis très fier de voir ce que le PIO lorrain est devenu grâce à cette immigration italienne. Je suis fier de la portée de la France, que la France a eue à l'international grâce à cette migration industrielle. Et je pense qu'on a tout intérêt, tout à chacun, à mettre à l'honneur toute cette diversité migratoire. Et je pense que ça pourrait nous faire à tous le plus grand bien. Voilà, c'était un petit témoignage personnel. Je ne pense pas qu'il ramène quelque chose au débat, mais c'était un petit. Ça m'a fait plaisir d'entendre Villerue tout à l'heure de la part d'Alberto. Voilà, c'était un petit témoignage personnel. Merci. Non, Piero, moi je suis très content de ce que vous venez de dire. Villerue, pour moi, c'est intéressant à cause du Festival du cinéma. Je l'ai découvert grâce au Festival du cinéma, mais une fois que j'y étais, et j'y étais 3 fois à l'occasion ensuite de 2 autres festivals du cinéma. Le Villerue est l'exemple extraordinaire du Nouvelle Europe et à travers les liens de l'ancien. Parce que la relation entre Villerue et le Luxembourg, la relation entre mines de charbon et sidérurgie, on comprend plein de choses là-dedans. On comprend que la frontière entre France et Luxembourg à Villerue est purement théorique. On est un ensemble commun. Et cet ensemble est très commun. Le trait commun de cet ensemble est la présence de migrants italiens, à la fois au Luxembourg et en Lorraine.
Et c'est extraordinaire. C'était réfléchir à tout ça, voir ces anciennes usines et ces anciennes mines. L'ancienne mine, on ne la voit pas, mais on nous explique là, il y avait ça, il y avait ça. On découvre notre histoire. Donc, il faudrait que les écoles, par exemple, mais y compris des écoles italiennes, organisent des voyages là-bas. Parce qu'en comprenant ce qui était l'économie de l'époque et ce que la migration italienne a pesé dans cette économie, est une leçon extraordinaire d'histoire. Là, on comprend le passé, beaucoup plus que sur les livres d'histoire. Exactement, et si je peux me permettre, je vous conseille à toutes et tous, pour comprendre un peu cette migration industrielle et cette lutte industrielle et politique, parce que bon nombre d'Italiens ici étaient encartés, et le sont toujours d'ailleurs au Parti communiste. Je vous invite à regarder le film qui a été réalisé d'ailleurs par la commune de Villerupt, qui s'appelle L'anniversaire de Thomas. Et ça raconte l'histoire de cette migration industrielle, l'histoire de l'acierie Thomas, donc de l'usine de Micheville. Et donc ça nous éclaire bien sur toute cette richesse migratoire. Tout à fait d'accord. Paolo, est-ce que tu as peut-être une remarque, une autre question pour Alberto Toscano? Oui, plus qu'une question, une remarque. C'est vrai que ça me fait penser aussi ces histoires. Donc, moi, je viens de Metz, donc je connais aussi bien Villerupt, le Luxembourg et la Belgique. Et justement, donc en Belgique, il y a aussi cette histoire au bois du Cazet, donc dans les mines, où il y a eu un accident, il y a eu vraiment beaucoup de morts. Et donc, j'ai pu aller visiter ce lieu. Et effectivement, il y a énormément de plaques de régions d'Italie qui ont reconnu leur mort en Belgique. Donc voilà, c'était aussi une remarque pour se rappeler des migrants italiens en Belgique. Oui, et dans le cas de cet incident, de cette tragédie que les Belges connaissent comme l'incident du bois du Casier et les Italiens comme tragédie di Marcinelle, et là, c'est le vrai tournant de l'immigration italienne, dans le sens qu'on est dans les années 50, la seconde moitié des années 50, et on remet en discussion l'une des pages les plus tristes de la démocratie italienne de l'après-guerre, et aussi de l'Europe de l'après-guerre. Parce qu'en 1946, l'Italie, qui est désormais une Italie démocratique, heureusement, accepte quand même de livrer de travailleurs livrés comme si c'était un objet de commerce, de bras humains de travailleurs migrants à la Belgique, sur la base d'un accord, d'un traité qui échangeait le charbon avec les migrants. Et les migrants italiens qui arrivaient en Belgique pour travailler à la mine ne pouvaient pas refuser une fois qu'il était là. S'il refusait, il était chassé de Belgique. Voilà qu'est-ce que c'était l'Europe de cette époque. Et aujourd'hui, on a oublié, surtout les jeunes, ne réfléchissent peut-être pas assez sur le fait que vivre dans une Europe où on peut passer d'un pays à l'autre et travailler dans un pays différent du sien sans subir certaines contraintes. Enfin, nos parents, vos grands-parents n'avaient pas cette chance. Parfois, on devrait le tenir en compte. Et la vie de ces migrants italiens en Belgique, dans les mines, était vraiment, vraiment horrible. C'était une honte pour notre histoire. Et même, c'est une honte sans doute pour l'histoire belge, mais aussi un peu pour l'histoire italienne. Parce qu'avoir accepté ça, ce n'est pas vraiment une belle page. Alors, si vous avez une question, n'hésitez pas, on s'approche doucement de la fin, puisque ça fait 1 heure que nous sommes avec Albert pour ce moment vraiment très intéressant, très enrichissant. Alberto, moi j'avais une question concernant eh bien, un journaliste qui est arrivé à Paris, qui s'est installé à Paris en 1986 et qui est chevalier de l'Ordre du Mérite aussi bien de la République italienne que de la République française.
Je parle bien sûr de vous, puisque vous aussi, vous faites partie de ces Italiens qui sont venus en France et qui ont fait aussi une partie de la France et qui ont raconté surtout ces deux histoires de ces deux pays à travers que ce soit vos articles dans la presse ou vos livres. Ouais, écoutez, moi, j'ai eu une histoire particulière avec la réalité française. Figurez-vous, je suis arrivé, j'ai passé une année, la première fois à Paris entre 77 et 78. J'ai fait un stage d'un an au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes de la rue du Louvre. Et je suis revenu en 86 et aujourd'hui, je mesure le changement de ce que signifie être italien en France et français en Italie sur une période de disons, je suis arrivé en France vivre la première fois, la première année, avant la naissance de l'actuel président de la République. Donc, j'ai quand même une profondité, au moins chronologique, de réflexion. Et la différence est énorme. Je suis arrivé ici que obtenir le permis de séjour pour un Italien n'était pas une chose évidente. Même avoir des informations, les journaux arrivaient le jour suivant. Parfois le soir, l'après-midi ou le soir du jour même, souvent le jour suivant. Il était difficile de suivre l'actualité italienne vivant en France. Pour avoir des informations, par exemple, chose très banale, parmi mes faiblesses, il y a celle d'être tifose d'une équipe de football. Et donc, pour avoir le résultat, le dimanche, j'appelais mon père, je me souviens, pour avoir le résultat, parce que c'était vraiment l'étranger. Être français en Italie ou italien en France, c'était l'étranger. Donc, en 86, c'était un peu mieux, au moins sur le plan de papier pour des résidences. Mais aujourd'hui, on est le même pays, c'est-à-dire aujourd'hui, vous, Cédric, ou vous, Pierre, ou vous, Paolo, et moi, depuis Paris, on peut suivre parfaitement l'actualité, la politique, les débats culturels, les histoires sportives l'un de l'autre. On est vraiment dans le même contexte, la même réalité. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais demandé la nationalité française parce que je pense que je suis européen. Donc, je suis né en Italie. Le hasard a fait que je naisse en Italie. Donc, j'ai un passeport européen, mais je n'ai pas besoin d'un deuxième ou passeport européen. Je suis chez moi en France comme vous êtes chez vous en Italie, je pense. Et quand je vais en Italie, ça m'est arrivé de participer à des débats, des choses à Rome ou à Milan ou dans d'autres villes italiennes, à Venise. Mais là, je trouve des Français qui sont parfaitement chez eux. Aujourd'hui, le président de Generali, dont le A est un Français, il ne se sent certainement pas étranger à Venise, à Trieste. Donc aujourd'hui, on est vraiment la même chose. Avec évidemment des différences qui restent, parfois des perplexités réciproques qui surgissent, mais elles surgissent aussi entre Français, entre Italiens. Donc, elles ne surgissent pas des perplexités ou des critiques, de doutes parce qu'on est entre Français et Italiens. Elles surgissent entre personnes de même ensemble, qu'elles soient nationales ou franco-italienne. Aujourd'hui, on a réalisé effectivement une intégration franco-italienne et il faut empêcher certains esprits qui portent toujours des négativités de saper ce travail qui n'a pas été simple à réaliser au fil des décennies. Pour terminer justement sur une petite note légère, est-ce que vous confirmez, après toutes ces années passées en France, que le français est un Italien de mauvaise humeur? Disons, en France, par exemple, un dîner entre Français, il est plus difficile de raconter des blagues. Il y a encore les mentalités différentes durent changer, mais parfois les Italiens sont trop de bonne humeur et ils ne prennent pas certaines choses au sérieux. Donc, dans cette phrase de Cocteau, il y a sans doute une composante vraie, dans le sens il y a plus de légèreté en Italie qu'en France. Par exemple, encore aujourd'hui, il n'est pas poli d'appeler même un ami et dire « Est-ce que tu viens déjeuner ce soir chez moi ?» À Paris, même entre amis, on ne le fait pas. En Italie, on s'appelle « C'était libre ce soir, tu viens dîner ?» Donc, il y a
plus de façon de gérer les relations humaines en Italie qu'en France, je pense. Mais chacun a son caractère. Et heureusement qu'il y a des caractères différents. Hein. Heureusement. D'ailleurs, le Milanais n'a pas le même caractère que le Calabrais et l'Alsacien n'a pas le même caractère que le Breton. C'est-à-dire, le fait d'être dans un ensemble intégré n'oblige pas à être tous les clones les uns des autres. Quelle tristesse, ça serait si on était tous identiques, disons la vérité. Je suis heureux qu'on soit différents et gardons nos différences. Exactement. Bien, on va terminer sur cette parole, gardons nos différences. Ce fut vraiment un honneur, Alberto, d'être avec vous pour inaugurer cet espace sur Clubhouse entre les sœurs latines, entre la France et l'Italie, un espace qu'on retrouvera chaque samedi matin. Alberto, merci beaucoup encore. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao Alberto, ciao.